Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au cœur des législatives ce soir, c'est avec 6 invités. Avec eux, nous allons une fois de plus parler des motivations de leurs partis respectifs à se présenter aux législatives ainsi que leurs priorités, leurs stratégies et autres aspects pour convaincre l'électorat. Les partis politiques à représenter à cette émission sont l'UNIPS, Union pour la Renaissance, parti sankariste, à représenter ce soir par M. Thomas Dakin-Bazier. Bonsoir. Bonsoir. Le deuxième parti à cette émission, c'est la Nouvelle Vision, en abrégé Novi, dont le porte-parole à cette émission est M. Abdourahmane Sawadgo. Bonsoir. Bonsoir. Est également présent à ces échanges le parti Alliance Patriotique Panafricaine, APP Burkindi, représenté par M. Herman Yelkouni. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, CFDC, représenté par M. Jean-Hubert Bazier. Bonsoir. Bonsoir. Il y a aussi le mouvement des jeunes patriotes pour le progrès, MJPP Saya, qui est représenté sur ce plateau par M. Oumarou Tsenrbego. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, le parti républicain pour l'indépendance totale, la Prit Lanaya, représenté par M. Mamadou Kavri. Bonsoir. Merci de nous inviter. Alors, pour commencer, je vais demander à chacun de vous de brièvement présenter son parti ainsi que les idéaux que ce parti défend. Et je commence par vous, M. Thomas Dakin, de l'UNIPS. Alors, je tiens à vous remercier pour la parole que vous me donnez. C'est déjà une opportunité de nous adresser au peuple et pour lui dire pourquoi nous sommes déjà partis à ces élections législatives. Alors, nous, c'est l'UNIPS, parti sankariste. Voilà, nous existons sur l'échiquier politique depuis le 1er novembre 2000 et nous avons gardé notre ligne politique qui est de défendre les idéaux du camarade président Thomas Sankara et nous n'avons pas jusqu'à présent trahi notre engagement, notre vision. Nous sommes restés encore collés auprès du peuple pour l'amener à vivre des moments révolutionnaires qui vont plus ou moins permettre à ce pays-là d'atteindre un certain niveau de vie. D'accord. Monsieur Abdourahmane Sawadgo de la Nouvie. Je suis là en tant que représentant de notre regroupement d'indépendants, la Nouvelle Vision, qui est représentée par une abeille. Et d'abord, ce qui nous a poussé cette fois-ci à nous lancer en politique, parce que c'est toute notre première fois, nous n'étions pas dans la scène politique et nous avons décidé cette année de nous lancer parce que tout simplement, nous voulons que la jeunesse essaye de se lever pour prendre son destin en main. C'est-à-dire que les échanges entre nous dans les grains, dans les causeries, dans les débats, etc., nous amènent à quand même décider de se lever pour nous engager sur cette scène-là. Parce que tout simplement, si nous laissons notre destinée aux mains de nos leaders politiques qui sont là depuis très longtemps, on se rend compte que notre destin et notre destinée sera bafouée. Donc, on aura l'occasion de revenir un peu sur les motivations de votre parti à aller aux élections législatives. En attendant, monsieur Herman Yelkouni de l'APP Burkindi, qu'est-ce que les Burkinabés peuvent savoir succinctement de votre parti? Bon, tout d'abord, je voulais rectifier le nom un peu. C'est Alternative Patriotique Panafricaine. D'accord, et non Alliance. Le nom Alliance. Okay. C'est Alternative. Alternative Patriotique Panafricaine. Comme le nom l'indique, nous voulons de ce parti-là une alternative crédible pour les Burkinabés. Donc l'APP Burkindi est constitué d'un ensemble de camarades patriotes qui n'ont jamais fait la politique, qui ont animé surtout la société civile pendant des années et qui s'est vu obligé au regard des résultats qui ont suivi l'insurrection de se déterminer pour aller en politique et apporter un souffle nouveau, parce que nous pensons que la scène politique est quand même gangrénée d'un certain nombre de pratiques qui n'est pas à l'honneur du peuple burkinabé. D'accord. Monsieur Jean-Hubert Bazier de la CFDC, voilà la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Une brève présentation de votre parti et les idéaux que vous défendez. La coalition s'est faite autour de l'idée que si nous partons éparpillés, nous n'aboutirons à rien. Et c'est pourquoi 5 partis du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition ont choisi de s'unir pour aller aux législatives afin de participer au débat, permettre que
le choix se porte sur nous afin que nous puissions parler et agir au nom de nos électeurs, parce que nous avons besoin de nous exprimer dans le cadre de l'hémicycle, mais d'agir aussi sur le terrain. Et nous avons choisi d'appuyer un candidat à la présidentielle qui est Zéphirin Diabré, pour un certain nombre de raisons. Ok, Monsieur Oumarou Tsenderbego, je vous passe à présent la parole pour une brève présentation de votre parti. Ok, merci bien pour la parole. Et comme le nom l'indique, le MJPP Saha, Mouvement des Jeunes Patriotes pour le Progrès, Saha. Saha qui veut dire c'est le moment. Saha c'est en Moré comme en Djoula Wakat. Voilà, donc l'idée de notre parti c'est de rassembler la jeunesse. Donc on sait que la jeunesse n'aime pas trop la scène politique. Donc maintenant notre idée c'est d'amener la jeunesse à s'imprégner de la politique, à s'activer, à s'engager sur la scène politique. Parce qu'on sait que depuis plusieurs années, il y a des partis qui sont là. Bon, vous allez la jeunesse travaille pour eux, mais au retour, il n'y a rien. Il n'y a rien pour la jeunesse. Donc c'est pour cette idée que nous avons eu l'initiative de créer notre propre parti, dont le premier leader du parti, c'est M. Hamza Tsenderbego, qui était maire adjoint, 2e à l'arrondissement numéro 8 de Ouagadougou. Monsieur Mamadou Cabri, pour terminer, une brève présentation du prix de l'ANAYA. Je dirais que depuis que nous avions connu la colonisation, qui est le début de notre malheur, nous avons eu notre indépendance quelques années après, mais on se rend compte qu'il y a l'ère du désenchantement avec ces indépendances-là qui n'ont abouti à rien. C'est justement pour que nous nous assumions totalement que nous avons créé ce parti communiste qui s'appelle Parti républicain pour l'indépendance totale, afin donc que nous puissions assurer nous-mêmes notre destinée sans passer ni par le bilatéralisme, ni par le multilatéralisme, où on nous maintient dans une zone de dépendance afin de nous exploiter. Donc nous devrions travailler pour notre peuple et c'est pour ça que nous avons pris cette option hautement communiste qui est le grand frère, j'allais dire, du socialisme et de la révolution. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors, vous êtes donc parmi ces nombreux partis qui vont à la conquête de sièges à l'Assemblée nationale. Je commence par vous, Monsieur Bazé. Quelles ont été véritablement vos motivations? On peut dire que l'UNPS a déjà une expérience au niveau de l'Assemblée. Pourquoi vouloir renouveler votre mandat? Et qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau? Oui, Monsieur Bazé. Thomas Daquin, pardon. Ok, merci. Naturellement, nous avons été à l'Assemblée nationale les 5 années qui sont en train de s'écouler déjà. Nous avons franchement participé, bien sûr, à l'élaboration d'un certain nombre de textes de loi aujourd'hui qui ont permis d'assainir, bien sûr, les activités au niveau du Burkina Faso. Certes, nous avons des insuffisances, nous voulons les combler. Voilà pourquoi ce mandat qui est en train de se présenter, nous sommes engagés à avoir au minimum un groupe parlementaire pour encore avoir plus de voix et pouvoir bien sûr faire revenir progressivement des règles révolutionnaires qui vont permettre à notre pays d'atteindre bien sûr un certain niveau de développement. D'accord. Monsieur Abdou Daraman Nassawadoubo, qu'est-ce qui vous a motivé réellement à aller à ces élections législatives? Ok, merci. Et d'abord, il faut savoir que ce qui nous a vraiment motivés, comme je le disais tantôt, c'est de se lever et prendre notre destinée en main. Et pour ça, nous avons décidé de nous établir, ou bien d'établir certains objectifs afin que nos besoins et nos attentes là puissent être atteints. Et c'est pourquoi nous voulons lutter pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ensuite, nous voulons lutter pour la réforme du système éducatif. Et ça, c'est le socle même du développement de tout un pays. Depuis très longtemps, on continue de dire que l'école burkinabé est en faillite et il faut qu'on réforme ce système-là. Mais il se trouve que sur le plan pratique, il n'y a toujours rien. Des gens ne font que parler, mais il n'y a rien pour proposer. Et nous avons décidé de rentrer au Parlement pour pouvoir venir avec des lois et des textes qui vont permettre à ce que ce système éducatif-là puisse être réformé. Parce que tant que ce système éducatif n'est pas réformé, on sera toujours colonisé mentalement, même si on dit que nous sommes indépendants. Et également aussi, on a un problème de logement. Et ce problème de logement se pose partout au Burkina Faso, où les grandes sociétés immobilières ont déjà investi, ont déjà occupé presque toute la totalité des terres qui sont aux alentours des grandes villes. Et nous, pauvres populations, qu'est-ce que nous allons faire?
il faut que nous ayons des gens qui seront à l'Assemblée, qui sont concernés par ce problème-là, comme nous-mêmes, pour pouvoir défendre aussi nos droits et nos objectifs. Et pour terminer, il y a le système de santé. Le système de santé au Burkina Faso, c'est vrai, le président Roch-Marc Christian Kaboré a mis des décisions en place qui permettent quand même de donner la gratuité en termes de santé aux enfants. C'est vraiment bien, mais nous avons encore des idées pour ça. Nous avons des idées qui peuvent permettre à ce que le système de santé burkinabé soit résilient, soit innovant et que cela soit profitable pour tout le monde. Monsieur Herman Yelkouni, qu'est-ce qui a poussé l'APP Burkindi à se présenter donc à ces élections? Quelles ont été vos motivations? Les motivations de l'APP Burkindi, c'est que nous constatons que les missions de l'Assemblée ne sont pas pleinement remplies. Donc quand on regarde, les lois qui sont votées ne sont pas forcément en faveur de notre peuple. Ça, c'est le premier aspect. Le contrôle de l'exécutif n'est pas fait conformément à ce qu'on pouvait attendre de l'Assemblée. Ensuite, nous pensons que la politique telle qu'elle se mène, quand vous regardez même les enquêtes parlementaires qui ont été commanditées par l'Assemblée, où les conclusions sont mal exploitées ou ne pas du tout exploitées, nous pensons qu'il faut quand même de nouvelles forces au niveau de cette Assemblée-là pour faire bouger les choses. C'est ce qui a amené l'APP Burkindi à se mettre dans cette compétition et nous pensons que le peuple nous fera confiance. Alors, mais pour être par exemple plus précis sur l'aspect contrôle de l'action gouvernementale, qu'est-ce que vous reprochez à ce qui est fait jusque-là? Non, je parlais tout de suite des enquêtes parlementaires sur beaucoup de domaines qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas eu de suite. Nous pensons que l'Assemblée, quand même, qui pointe du doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements et qu'il n'y a pas de suite, c'est suffisamment grave pour que les députés prennent la responsabilité, mais ce n'est pas le cas. Et nous pensons que nous pourrons le faire. D'accord. Monsieur Jean-Hubert Bazier de la CFDC, on peut dire que vous avez quand même une expérience à l'Assemblée nationale, même si quand même c'était au mois de la transition. Mais réellement, quelles ont été les motivations de votre coalition à aller à ces législatives-là? Nous avons une approche globale. Et, comme je vous l'ai dit, c'est cette situation globale qui nous a amenés à nous coaliser. Actuellement, aux États-Unis, avec les élections, il faut que Joe Biden, qui est considéré comme le gagnant avant l'heure, maîtrise le Sénat. Et la Géorgie va voter 2 sénateurs. Ils ont, au niveau des Républicains, 48, et au niveau des Républicains, 50, et au niveau des démocrates, 48. C'est quel lien vous voulez établir avec les législatives au Burkina? Voilà. C'est pour dire qu'on ne peut pas parler des législatives sans parler de la présidentielle. Nous avons un candidat à la présidentielle qui a un programme qui est de bâtir le Faso à partir d'un certain nombre d'initiatives qui visent l'agriculture, l'industrie, le socio-culturel. Et nous sommes à une semaine de la fin de la campagne. Nous, ce que nous pouvons souhaiter, sans nous cristalliser sur notre coalition, qui n'est qu'une des composantes de la bataille, c'est de souhaiter que son programme soit popularisé au premier jour, au deuxième jour, qu'il y ait une prière pour nos ancêtres et pour tous les croyants, afin que les choses se passent de la meilleure manière. Et au troisième jour, prier pour de bonnes récoltes, parce que c'est la majorité de la population qui est concernée. Au quatrième jour, nous souhaitons prier pour les victimes, en tout genre, victimes de la violence terroriste, victimes de toutes les agressions institutionnelles et autres. Et au cinquième jour, prier pour la réconciliation, avec la triptyque vérité, justice. Et au sixième jour, prier pour le Faso.
afin que notre pays retrouve la paix, qu'elle retrouve la sérénité, qu'il y ait la concorde entre nos frères et nos sœurs, et enfin, un peu à l'image de la Bible et de la création, qu'au 7e jour, on puisse voter Zéphirine Dablé comme président. Bon, on est surtout ici pour parler des législatives. Voilà. Vous aurez bien compris, monsieur Hubert Bazé. Voilà, vous soutenez donc le programme présidentiel au niveau de l'opposition. Et pour le salut du peuple. Vous aurez bien compris. Ok, monsieur Oumarou Tsendrebego du MJPP Saya, qu'est-ce qui a motivé votre parti à se présenter à ces législatives? Ce qui a motivé notre parti pour les législatives de 2020, c'est de faire déjà un secteur, un député. Je me dis, le MJPP Saha a des députés dans presque tous les secteurs du Burkina. Vous parlez de Ouagadougou ou de tous les secteurs du Burkina? De Ouagadougou, les 55 secteurs. Pas le nombre de députés non, prévu pour les 55 secteurs de Ouagadougou. Donc, on a la liste nationale, on a la liste du cardio. Donc, il y a les députés titulaires et puis il y a les députés suppléants. Donc, dans les communes aussi, on a trouvé des députés là-bas pour mettre dans nos listes. On a des députés, on a des listes dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Donc, le MJPP Saha, l'idée c'est quoi? C'est de rassembler la jeunesse. C'est de dire, oui, on peut, oui, on va y arriver. Parce qu'on sait que depuis des années, on vote nos députés, mais on ne sait pas là où logent nos députés. On vote nos députés, on ne sait pas où est le député, où travaille le député. Tu as un problème personnel, tu ne peux pas aller voir le député. Tu ne peux pas aller connaître là où loge le député. Le MJPP Saha est ouvert à tout le monde. Le premier leader du MJPP Saha, si vous partez chez lui la nuit, le matin, le soir, vous allez le trouver. Il est là pour la jeunesse, il travaille pour la jeunesse. L'idée aussi du MJPP Saha, c'est de créer des emplois pour la jeunesse. Parce que notre parti, on s'est lancé dans la formation de la jeunesse. La jeunesse et puis surtout les jeunes et les femmes. Donc pour la campagne actuellement, on fait beaucoup de formations sur le terrain. On fait des formations, des suivis, évaluations et tout. Donc qui consiste vraiment à rehausser le niveau des Burkinabés, qui est vraiment d'amener la population burkinabé à changer de mentalité. À changer de mentalité, c'est-à-dire le système éducatif déjà. Changer même le système éducatif pour dire à la jeunesse burkinabé que vous, avec vos 5 doigts, vous pouvez déjà faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose avec ça pour l'avancée du pays. On termine sur cette question avec M. Mamadou Kabré du prix de l'ANAYA. Et vous avez effectivement fait aussi un passage à l'Assemblée nationale sous la transition. Vous y avez certainement pris goût. C'est pour ça que vous voulez des postes de député au niveau de l'hémicycle. Je ne pense pas qu'à l'Assemblée, on puisse avoir des choux gras pour sa vie, parce que c'est un sacerdoce. Et nous sommes intéressés pour aller, parce que pour avoir été formés grâce aux ressources, grâce à l'impôt du peuple, il est de bon ton que nous soyons à l'Assemblée pour justement voir dans quelle mesure on peut prendre des mesures en faveur de ce bon peuple-là. Et quand on reste à l'écart, comme disent les Mossé, c'est celui qui est assis qui sait lutter. Et Thomas Sankara du reste disait que l'autocritique et la critique, oui, mais dans un cadre. Et on a tendance à voir de plus en plus de Burkinabés assis à l'écart, en train de critiquer et à ne rien faire. Nous sommes allés en politique parce que c'est le plus haut degré d'altruisme, c'est pour notre prochain, que nous voulons justement prendre des choses que nous estimons bonnes, avec des projets de société, avec un programme politique, afin justement de faire la rupture, de rompre avec le système actuel qui nous gouverne, et où on pille nos ressources, où on nous met dans un état d'arriération mentale, où on nous prive d'un certain nombre de libertés, afin que justement, au bout de 5 ans, on ait fait un pas. Il y a une performance. Sinon, si on reste toujours dans ce stade-là, c'est l'État burkinabé lui-même qui est appelé à disparaître un jour, et c'est ce que nous ne voulons pas, parce qu'on nous a légué un territoire. C'est à nous de continuer pour la prospérité de ce territoire. Ce sont les motivations réelles, et non pas les motivations économiques, parce que justement, l'argent qu'on gagne, on en dépense plus. C'est un exemple, parce que je n'apprends pas dans votre sens, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dynamique-là et qui discréditent les politiciens. Pour devenir riche. D'accord, on aura compris que ce n'est pas le cas pour vous. Alors, si vous êtes élu, et comme on le sait, vous serez donc amené à voter des lois, contrôler l'action gouvernementale ou encore consentir le budget. Et au niveau de l'UNIR-PS, vous qui avez déjà une expérience en la matière, comment vous appréciez ce qui est fait jusque-là et que comptez-vous apporter comme innovation si vous êtes élu à l'Assemblée nationale?
Mais on a coutume de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ce qui se fait déjà est déjà appréciable. Nous avons, c'est-à-dire au sein de au sein de la majorité, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons adopté quand même quelques lois qui ont permis à notre pays d'avancer suffisamment. Je prends par exemple le fait même d'influencer les Burkinabés à revenir sur une consommation endogène, le fait même d'inciter à la création d'un certain nombre d'industries au niveau du Burkina Faso, ça va encore positionner le Burkina Faso, si l'échiquier international nous permet bien sûr de commercer avec les autres. Je prends un exemple simplement. Lorsque nous avons interpellé le président de la République concernant bien sûr le Faso d'Anfani, alors c'est depuis l'Assemblée nationale cela s'est fait et cette interpellation a donné naissance à une labellisation bien sûr du Faso d'Anfani au niveau du Burkina Faso. Et vous avez remarqué même, nous avons, c'est-à-dire nous, révolutionnaires, c'est-à-dire les UNIPS, nous avons impacté la gouvernance depuis les 5 ans. Si vous remarquez, nous rentrons activement dans une consommation endogène au Burkina Faso. Les mets locaux sont consommés, les langues nationales ont une promotion. Aujourd'hui, le MENA s'est ajouté le côté des langues nationales où nous faisons la promotion des langues nationales actuellement. Je pense que déjà ce que les gens sont en train de défendre, c'est peut-être des guerres de personnes. Sinon les idées, nous les avons déjà exposées et aujourd'hui, si nous avons le soutien de tous, le Burkina Faso sera encore meilleur. Je ne dis pas que nous n'avons pas eu des difficultés. Justement, vous avez parlé de suffisance qu'il faudrait combler. Il s'agit de quoi précisément? Mais écoutez, le problème sécuritaire qui aujourd'hui endeuille notre nation, et d'ailleurs, j'aimerais, si tout le monde le souhaite comme moi, rendre hommage à toutes ces personnes qui sont tombées. Et récemment, ces 14 soldats qu'on a lâchement tués, cela ne nous fait pas honneur au Burkina Faso. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le renseignement ne nous dit pas mais qui sont ceux qui sont en train d'attaquer le Burkina Faso. Nous avons l'intime conviction que le mal vient de l'intérieur. Et donc, ce n'est pas faire de la politique en utilisant les armes contre les populations. C'est pourquoi nous interpellons tous les fils et filles du Burkina Faso qui ont une gangrène contre le pouvoir en place, d'essayer de comprendre qu'on ne fait pas la politique en tuant les gens. Est-ce que vous avez déjà une idée de proposition de loi que vous pourrez soumettre à l'Assemblée nationale, défendre à l'Assemblée nationale sur le plan de la sécurité, bien sûr? Bien sûr, les propositions de loi sont là. Je vous ai même déjà cité qu'il y a eu des lois qui ont permis qu'on embauche des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Oui, ça, là, c'est fait déjà. Ça, c'est ce qui existe, mais nous allons en améliorant. Nous allons en améliorant, pourquoi pas faire une formation généralisée de tous les Burkinabés, c'est-à-dire en âge même de prendre les armes, pourquoi pas, et leur donner une formation idéologique, afin que ces armes-là ne soient pas utilisées contre le peuple, et pour défendre la patrie. Ok. Alors, M. Sawargo, vous avez tantôt parlé d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés, de réformer le système éducatif. Et une fois à l'Assemblée nationale, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre vos objectifs politiques? Merci. D'abord, il faut savoir que ce que nous allons faire concrètement, c'est sur 2 volets. Parce que nous avons dit que c'est une nouvelle vision. Et une nouvelle vision, c'est amener les Burkinabés à penser autrement, à voir que la politique peut se faire d'une autre manière. Donc, nos actes concrets seront sur 2 volets. Le premier volet, c'est au volet parlementaire, c'est-à-dire que les propositions de loi, etc., l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous savez qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on ne fait que demander aux jeunes de s'auto-employer, c'est-à-dire que la création des entreprises, on demande aux jeunes, on va vous aider. Même à l'université, quand on était à l'université, on fait des formations où on incite les jeunes à ne pas beaucoup compter sur l'État. Et pourtant, l'État ne crée pas les conditions nécessaires pour que ces jeunes-là puissent être vraiment efficaces sur le terrain. Un exemple sur les impôts, par exemple. Vous voyez que nous voudrons qu'au Burkina Faso, un jeune qui vient de créer son entreprise, qu'on puisse au moins donner 5 ans à ce jeune-là qui ne paye pas des impôts, pour qu'au moins son activité puisse avancer. Mais imaginez, vous créez une entreprise, et tout le monde sait que la création d'une entreprise est très difficile pour celui qui n'a vraiment pas les moyens. Et si une année après ou 3 mois après, on lui dit de payer les impôts,
Mais en fin de compte, ça ne va pas marcher. Et c'est pourquoi aujourd'hui les jeunes commencent et 2 jours après, quelques mois, c'est fini. Nous voulons que des lois qui vont permettre aux jeunes, quand tu crées ton entreprise, on te donne au moins 5 ans pour que tu puisses aller un peu... Et vous pourrez proposer des lois dans ce sens. D'accord. Voilà. Maintenant, sur le système éducatif, ça c'est... Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais nous voulons même qu'on change. Vous voyez aujourd'hui le système burkinabé, le système éducatif burkinabé, les livres, nous on est nés, on a trouvé ça. Ça fait plus de 30 ans, c'est les mêmes livres qui ne sont plus adaptés à nos réalités. Les enfants qui naissent, un enfant de 2 ans connaît déjà tout ce qui est dans le livre de CP1. Et ça, il faut qu'on change. Il faut qu'on ait par exemple des cours d'éducation civique et morale qui étaient là et qui ne sont plus là. Il faut qu'on emmène les enfants burkinabés à devenir de vrais patriotes. Et pour que ces personnes-là puissent être de vrais patriotes, il faut que ça soit dans les livres. Dans un livre de CP2, vous allez voir que tout ce qu'on donne, dans les livres d'histoire aujourd'hui, par exemple, on crée Thomas Sankara, c'est vrai. Mais est-ce que dans un livre burkinabé d'histoire, est-ce qu'il y a des cours sur Thomas Sankara? Et pourtant, les jeunes doivent s'inspirer. On veut aujourd'hui s'inspirer de Thomas Sankara. Ok, voilà. Nous aurons compris. Merci. Monsieur Herman Nayelkouni de l'APP Burkindi, vous qui prônez une alternative, concrètement, quelles seront vos priorités si vous êtes à l'Assemblée nationale? Nos priorités, la priorité des priorités, c'est d'abord la bonne gouvernance. Quand un pays est mal gouverné, tout le reste est compromis. Qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance actuelle? Non, quand vous regardez, il y a tellement de scandales sur les médias publics et privés. Et c'est sans suite. Donc ça veut dire que la question de gouvernance est vraiment une épine dorsale dans ce pays. Ensuite, nous pensons qu'il y a des lois qui sont injustes. Quand vous prenez la réforme agraire et foncière, qui permet on dit que la terre appartient à 3 entités. Mais le propriétaire terrien qui se permet de vendre la terre, des hectares, des dizaines d'hectares à un individu, alors que la terre lui appartient et à sa progéniture. Les autres générations, qu'est-ce qu'ils en font? Nous pensons que c'est à l'État de prendre des lois qui protègent non seulement la population actuelle, mais la population dans l'avenir. Vous prenez aussi au niveau du code minier. Il y a des avancées. Mais tout est-il que tout le monde est unanime que le code en tant que tel, là, les retombées de l'exploitation minière, ce n'est pas pour la majorité des Burkinabés. Donc nous pensons qu'à ce niveau aussi, il y a beaucoup de choses à revoir. Nous avons parlé du système éducatif, qui est devenu une machine à produire des chômeurs. Nous pensons qu'il faut réadapter la formation, refonder le système éducatif de manière à former des Burkinabés capables de s'auto-employer et d'employer d'autres Burkinabés. C'est ça qui peut résoudre le problème d'emploi de la jeunesse. Monsieur Jean-Hubert Bazier, votre coalition qui soutient donc le programme présidentiel au niveau de l'opposition et au niveau de l'Assemblée, quelles seront vos priorités? Bon, disons qu'il faut penser à une force au niveau de l'Assemblée, dégager une majorité parlementaire qui va appuyer un programme. Sinon, si c'est de manière individuelle, ce sera de la gesticulation. J'ai été le président du groupe parlementaire de l'opposition sous le CNT, Liberté, Démocratie, Justice. Je sais de quoi je parle. J'ai eu à initier une loi en faveur des petits commerçants. Je pense qu'il faut à ce pays une force qui puisse impulser le changement, impulser des transformations structurelles. Et c'est dans ce sens que nous militons pour un rassemblement des patriotes et des fils de ce pays. Excusez-moi de revenir encore au programme de Zéphirin Diabré. Il a dit que s'il est élu, il va rassembler tout le monde. Mais pour agir dans le sens du mieux, pas pour que chacun amène ses tares au niveau de la majorité qui aura à diriger ce pays. Il est important que nous revenions aux valeurs. Il est important que nous puissions, dans notre action gouvernementale, prioriser les besoins de la grande majorité. Et si on n'a pas cette vision-là, il y aura toujours des faiblesses. Et vous savez très bien que à l'Assemblée, quand il y a une majorité
qui va dans un sens d'une politique qui ne profite pas à la population, mais la minorité, même si c'est à une voix près, la minorité ne pourra rien faire. Donc il est important que nous ayons une vision globale, que nous ayons une perspective, que nous remettions au centre de nos actions les valeurs morales et que surtout nous puissions, par la transparence, par la redevabilité, impliquer nos populations dans les choix et dans la dynamique de transformation de notre société. Monsieur Oumarou Tsendrebego du MJPP, alors vous avez parlé tantôt de rassembler la jeunesse autour de ces idéaux. Concrètement, à l'Assemblée nationale, si vous avez des sièges, quelles seront vos priorités? Merci. Une fois à l'Assemblée nationale, notre priorité, c'est de voir déjà le système éducatif au Burkina. Le système éducatif au Burkina, déjà, il faut avoir le courage de dire qu'il faut changer cela. Parce qu'on sait que lors d'une interview, le président du FASO a eu à dire qu'on n'a pas besoin d'autant d'économistes, on n'a pas besoin d'autant de sociologues, d'autant de juristes au Burkina Faso. On en forme trop, mais en réalité, il n'y a pas de travail pour toutes ces personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à la base déjà qu'il faut changer cette mentalité, qu'il faut changer ce système. Voilà, donc notre priorité, c'est à ce niveau. Deuxièmement, il y a le problème d'eau au Burkina Faso. On sait que le problème d'eau est un problème très très récurrent au Burkina Faso. Si vous prenez votre véhicule, vous n'allez pas dépasser 20 km ici, vous allez avoir un problème d'eau au Burkina. Surtout dans les zones non loties. Dans les zones non loties, on en trouve le problème tous les jours. Par exemple, la nuit comme ça, il n'y a pas l'eau. Les gens vont venir s'allier du matin jusqu'au soir, il n'y a pas l'eau. Et concrètement, quel genre de propositions vous pourrez faire à l'Assemblée nationale pour changer cette situation? Exactement. Cette situation, on sait que le Burkina Faso a d'énormes ressources, pour pallier ce problème. On a les cascades de Banfoura, donc qui a de l'eau abondamment pour largement suffire pour la consommation burkinabé. Pourquoi pas exploiter cette eau pour la population burkinabé, voire même exporter dans les autres pays du Burkina Faso, dans les autres pays du monde. D'accord. On vous aura compris. Monsieur Mamadou Kabré, comme je le disais, vous n'êtes pas un nouveau visage au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Et quelles seront vos priorités cette fois-ci? Bon, nous disons tout de go, on n'a pas la prétention de tout régler. Et c'est souvent parce que les gens ont envie de tout faire là qu'on est en train de faire un perpétuel recommencement. Il y a des questions qui sont basiques. L'éducation, la santé, les routes, le logement, la sécurité, etc. On s'assoit et on trouve un consensus. Si on doit investir 20% ou 30% du budget, on prend cette loi et quiconque viendra au pouvoir est obligé de suivre ces sillons-là. Et non pas s'asseoir pour dire, je ferai comme ça, je vais éliminer les écoles supérieures, etc., etc. Premier élément. Deuxième élément, nous disons tout de go, les ressources naturelles, comme le stipule l'article 14 de la Constitution, doivent appartenir au peuple burkinabé pour améliorer ses conditions de vie. En 2011, quand on se créait Prit Lanaya, nous avons dit que nous allons nationaliser les mines d'or au Burkina Faso. À défaut de les nationaliser, il n'y aura plus d'ouverture de mines d'or appartenant à un privé. Vous voyez, à 50 or qu'on a exploité l'an passé, ça fait plus de 500 milliards de francs CFA, ça aurait servi à améliorer nos conditions de vie. Troisième mesure de disposition, il faut reconnaître qu'il faut mettre une borne au lotissement abusif de la population. On est en train de spolier la terre et on sait que la population burkinabé est nataliste. En 2030, nous serons plus de 35 millions. Et si on n'a pas de terre pour cultiver, nous allons tous mourir de faim. Ceux qui sont déjà morts, ils n'auront personne pour faire leur funérailles parce que ça nécessite des céréales et ça nécessite des animaux. Donc il faut régler cette question et empêcher les gens de blanchir l'argent de façon indirecte à travers l'immobilier. Et autre chose qu'il faut prendre, moi je dis, j'ai été au CNT, j'ai vu des dispositions, on a été révolutionnaire, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout. On a voulu par exemple sur les mines d'or agir, on a voulu par exemple sur les déviances sociales agir, mais des gens sont venus nous en empêcher. Et je dis, comme le président de l'Assemblée nationale actuelle a tapé du poing sur la table par rapport à un certain nombre de mesures, on souhaite qu'il y soit avec nous, pour que justement quand il lève le lièvre, que nous poursuivions ce lièvre, l'attrapons, le découpons pour cuisiner pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors on va passer à la prochaine phase de cette émission. Alors on sait que le travail du député s'exerce aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau de la circonscription où il a été élu également. Je vais parler de la redevabilité. Est-ce que vous prenez cet aspect-là en compte? Au niveau de l'UNIPS, la redevabilité est une obligation pour chaque député. Alors,
il y a eu des canaux par lesquels nous avons permis à nos militants de comprendre quelle était même l'activité du député au sein de l'Assemblée nationale. Le contrôle de l'action gouvernementale, consentir l'impôt et voter suffisamment de lois révolutionnaires. C'est ce que nous disons à nos militants. Je pense que déjà, aucun député UNIPS ne va se décharger de cette mission. D'accord. Monsieur Sawadogo, et qu'est-ce que vous comptez faire justement pour être à l'écoute des populations qui vous auront élus, voilà, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés après le vote? Ok, merci. Effectivement, on a vraiment tenu compte de ça parce que ce qui nous a motivés à rentrer au Parlement, c'est-à-dire que c'est une nouvelle vision qui est à peu près révolutionnaire. Donc nous avons décidé que si nous venons au Parlement, si nous devenons des députés, d'abord, la population dont nous devons tenir compte de ses besoins, nous avons pris certaines mesures qui sont au moins de 6 mesures. La première, c'est quoi? C'est que nous, le 1/3 de nos salaires en tant que députés seront reversés aux étudiants et aux élèves en difficulté chaque mois jusqu'à pendant 5 ans. Ça, c'est un engagement qu'on va prendre parce qu'on veut montrer à la population que nous venons, c'est pour changer les mentalités et non pour se remplir les poches. Comme quand on a commencé nos campagnes de proximité, les gens ne nous font pas confiance parce que tout simplement, ils se disent que vous venez, c'est pour chercher de l'argent. Ça, c'est un engagement. Le deuxième, c'est que nous avons dit, chaque député de la nouvelle vision va faire au moins un forage par an. Ça, c'est un engagement que nous allons prendre parce que le problème d'eau est un problème vraiment crucial. Très crucial. Et ensuite, le troisième, c'est que nous avons déjà initié des formations, ça c'est depuis longtemps, mais initier des formations en élevage, en agriculture, en cuisine, en jardinage, et non pas seulement l'initiation, mais l'accompagnement financier. Parce qu'on forme, mais c'est-à-dire les jeunes ont le rudiment, mais ils n'ont pas les moyens. Avec le peu de moyens qu'on aura à l'Assemblée, nous allons investir dedans pour que les jeunes puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et quatrièmement, c'est que nous voulons que les étudiants qui font des inventions, c'est-à-dire chaque année, la nouvelle vision va organiser avec tous ces députés une activité qu'on va appeler la nuit de l'innovation, où des étudiants, ou quand je dis étudiants, ce n'est pas forcément ceux qui sont à l'université, voilà, ceux qui étudient, ceux qui cherchent, vont venir présenter ce qu'ils ont, qui peut profiter à la population, et si on peut les accompagner financièrement, on va les accompagner. Et cinquièmement, c'est-à-dire qu'on veut établir un lien étroit entre les chercheurs en médecine traditionnelle et les populations. La médecine coûte cher. Les médicaments et les soins au Burkina Faso coûtent très cher, même si l'État est en train de prendre des mesures pour que ça puisse diminuer. Mais nous voulons qu'on rentre dans la médecine traditionnelle. Je prends l'exemple du docteur Dakiou, qui était un très bon chercheur en termes de médecine traditionnelle et qui a même révolutionné, mais où il est. C'est-à-dire que souvent on entend parler de lui, mais les populations ne sont pas informées. Et nous voulons établir ce lien étroit-là. Et nous allons aller les chercher. On va aller chercher le docteur Dakiou où il est. Et on va l'emmener. Il va nous accompagner pour transmettre ses idées, pour transmettre sa connaissance. Et pour terminer, très rapidement, les députés de la nouvelle vision ont décidé qu'en fonction de leurs moyens qu'ils auront à l'Assemblée, au moins chaque année, ils vont prendre en charge 100 femmes et enfants en difficulté qui ont besoin de soins. Voilà. Ça, c'est cette redevabilité. On est là pour changer la mentalité, pour que quand les autres politiciens, les grands politiciens vont voir nous, les petits politiciens, en train de faire ça, ils vont dire, ben, les petits, ils sont en train de faire ça, les gens sont en train d'apprécier, nous, on va faire mieux qu'eux, et ça va profiter à la population. On vous aura compris. Alors, M. Hermani Elkouni de l'APP Burkindi, il a parlé tantôt de céder 1/3 de salaire de député à un groupe ciblé au niveau de la population. Est-ce que ce genre d'aspect est également pris en compte au niveau de votre parti? Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement envers les populations? La devise de l'APP Burkindi, c'est par le peuple pour le peuple. Nous pensons que nous devons travailler par la volonté du peuple pour servir ce même peuple. Vous voyez que dans ce sens, le rôle des députés de l'APP Burkindi à l'Assemblée serait de faire voter des lois équitables pour l'ensemble de ce pays-là. Les questions conjoncturelles, ce n'est pas des actions conjoncturelles qui peuvent résoudre les questions des nations. Nous pensons que si les lois sont justes et que la répartition des richesses sur tous les territoires nationaux, la déconcentration et la décentralisation bien faites,
le rôle des députés serait de voir est-ce que ce qui revient comme planning au plan national à sa province, est-ce que c'est exécuté correctement? Mais si le député se remet à résoudre les problèmes conjoncturels, nous pensons qu'à l'échelle d'une nation, ça ne sera pas productif. Ça, c'est notre point de vue. Là, c'est au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, là, j'ai envie de dire. Mais concrètement, est-ce que vous comptez de temps en temps repartir vers les populations qui vont vous élire? Nous, on n'a pas besoin de repartir vers la population. Nous, on a dit que notre devise, c'est pas le peuple pour le peuple. Nous sommes tous les jours avec le peuple. Nous allons élaborer la loi avec le peuple. Nous allons les évaluer avec le peuple. D'accord. Alors, on passe à vous, M. Jean-Hubert Bazier. Justement, qu'est-ce que la coalition, votre coalition compte faire en termes de redevabilité après les élections? Et notre slogan, c'est « Tous pour le peuple ». Et notre logo... C'est un peu différent de ce qu'a dit M. Yelkoumi. Et notre logo, c'est une case en construction. Les jeunes, les anciens, les adultes se mettent ensemble pour coiffer la case. Donc c'est une solidarité intergénérationnelle et c'est une solidarité pour assurer la paix, la sécurité. Je dirais que dans l'action politique, enfin dans la vie politique, il y a l'action, il y a le débat politique et il y a l'action sur le terrain. Un député ne peut pas faire grand-chose, quels que soient les émoluments dont il disposera. Et je crois que dans ce domaine-là, si on veut s'engager dans l'acte individuel, le député lui-même, qui se nourrit de l'impôt du citoyen, finira par attraper la boîte de tomates et puis faire à la garibou dans la rue. Je n'ai pas été d'accord avec ce que M. Savadogo a dit tout à l'heure. Bon, je respecte M. Savadogo. Il est plein de bonne volonté, plein d'un esprit de sacrifice individuel. C'est peut-être aussi la jeunesse qui s'exprime ainsi. Et nous en sommes heureux. Parce qu'il y a une exigence qui s'impose aux aînés et aux anciens. Je prends l'exemple de la dialyse, par exemple. À l'hôpital, il y a l'abdou, mais c'est la catastrophe, c'est la queue leu. Les gens attendent. Et ce n'est pas le député individuellement qui va changer les choses. Et il peut dénoncer, il peut introduire le débat et imposer les décisions, suggérer les décisions au niveau de l'Assemblée. Je crois que c'est par cette dynamique-là, l'agrégat de plusieurs bonnes volontés dans le bon sens qui va amener un changement structurel. Et non la volonté individuelle de changer les choses. C'est pourquoi il faut une majorité à l'Assemblée pour une politique nouvelle, afin que nous puissions marcher dans le bon sens. C'est comme l'armée. L'armée, à elle seule, ne peut pas neutraliser les terroristes. C'est chacun individuellement, associé dans l'effort d'enquête, de surveillance et d'action, qui peut amener le peuple debout dans le même sens à sortir victorieux de la situation. Donc je rappelle qu'il faut nécessairement une majorité active, qui ait une politique en faveur du peuple et que la transparence puisse empêcher les détournements, les malversations et les actes individuels qui nuisent à l'ensemble. Et il faut un gouvernement courageux, fort et déterminé politiquement pour faire avancer les choses. Alors, M. Oumarou Tsendrebego du MJPP, vous avez, à l'entame de cette émission, déploré en fait l'impossibilité de voir les députés, d'entrer en contact avec eux. Alors, si vous êtes à l'Assemblée nationale, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter ce genre de situation que vous avez dénoncé? Ok, merci. Une fois à l'Assemblée, nous allons continuer toujours la campagne de proximité. On sera toujours avec la jeunesse. On va toujours échanger sur les idées, continuer toujours à travailler en coalition, ne pas laisser
la jeunesse, les vieilles personnes de côté. Donc on va rassembler toujours, comme on l'a toujours fait, continuer toujours à rassembler les personnes au bon moment. Ce qu'on est en train de faire actuellement, on prône beaucoup plus sur la formation. On forme les gens sur plusieurs plans, sur l'élevage, l'agriculture, les pâtisseries, le déguédrome. On forme les gens sur la conservation des produits et légumes frais. On sait que par exemple, pendant le mois de décembre, les produits et légumes frais sont très moins chers. Et puis il y a assez abondant. Donc que les femmes peuvent beaucoup exploiter. Mais après cette période, en avril, mars, on sait que ces produits-là deviennent très très rares sur le marché et très chers. Donc on a des gens qui peuvent former les dames pour conserver ces produits et légumes frais de 6 mois à 2 ans. Et le produit va toujours garder son état initial. Donc on prône toujours cette formation. Après les élections, on va continuer toujours de former les dames sur ces pratiques, ces bonnes pratiques. Il y a aussi les dames et puis les jeunes qu'on accompagne à avoir leur récépissé d'association. Les groupements qui veulent créer une association, notre parti est prêt à les accompagner jusqu'à aller établir leur récépissé pour eux. D'accord, sur cette question, je termine avec M. Mamadou Cabré du prix de l'ANAYA. Oui. Quelle sera la méthode du prix de l'ANAYA en termes de redevabilité après l'élection? Je voudrais tout d'abord préciser que le principe de redevabilité chez nous, ce n'est pas un droit de redevance ou de revanche des populations sur ce qu'ils n'ont pas pu avoir pendant la campagne. Parce que les actions de ces gens-là consistent à dire, c'est nous que vous avons élus. Peut-être même si on prend l'empreinte là, il n'y a pas son empreinte sur ton bulletin. Ce n'est pas de dire que lorsqu'on est devenu député, à n'importe quelle heure on peut taper à sa porte, parce qu'il y a l'intimité familiale qu'il faut préserver aussi, et de dire qu'il faut donner de l'argent aux gens. C'est comme mes camarades l'ont dit, de APP Boulkini et M. Bazier, il faut plutôt prendre des actions qui ne soient pas sporadiques, mais qui concernent le plus grand nombre. Moi, j'ai été étudiant, j'ai rêvé, une fois aux fonctions de député, de faire en sorte que les étudiants, ceux qui auront le bac, peut-être à 22 ans maximum, et tous soient boursiers. J'avais 37 500, j'étais content. Mais dire que je vais prendre mon argent, enlever 50 ou 20 étudiants, dont 30 étudiants où j'aurai un droit quelconque, je refuse. Ce n'est pas fait pour ça. Et donc, il faut qu'on aille directement pour des actions globales qui vont intéresser le plus grand nombre et non pas des actions sporadiques. Et une fois qu'on n'est plus aux affaires, ceux-là qui dépendaient de vous sont devenus des misérables. Donc vous ne serez pas prêt à céder une partie de votre salaire aux Pourquoi? Parce que le salaire a été là-dessus. fixé et c'est justement pour permettre aux députés de tenir son standing. Comme l'a dit Karl Marx, la fonction répond à un besoin administratif et social. Quand on est député, quand vous dites, moi je ne vais pas continuer à rouler sur une Yamaha 100 ou bien avec On une a vu voiture des de candidats à la présidentielle qui sont venus en même fait, à moto pour déposer leur il y a dossier. parfois du candidature. populisme là-dedans. Certains sont venus à pied, mais quand ils seront présidents du Faso, s'ils vont à pied, peut-être le terroriste va le prendre en otage. Donc il ne fera pas On ça. le souhaite Donc on pas. ne fait pas des histoires qui sont des histoires de démagogie en politique. Il faut aller droit à des choses bien précises et il faut savoir dire ça aux gens. Et les gens doivent avoir la patience et la confiance de donner à quelqu'un la possibilité de faire en sorte que le reste de son temps de vie soit amélioré et non pas de façon sporadique. Je peux être élu en 2020 et en 2025 je ne suis pas député. Tous ceux qui vivraient à mon crochet, ils deviennent quoi? Non. Ok, alors on va donc passer à l'étape suivante de cette émission parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'achever. Alors vous espérez tous donc engranger des postes au niveau de l'Assemblée nationale. Encore faut-il convaincre l'électorat. Je suppose que vous êtes déjà sur le terrain de la campagne électorale. Alors monsieur Bazé de l'UNIPS, quelles sont les stratégies que vous avez utilisées jusque-là et quels sont vos espoirs? Alors nous n'avons pas dérogé à la règle, c'est du porte-à-porte que nous faisons. Faisons également des meetings, nous faisons des assemblées générales pour nous rapprocher davantage de notre électorat. Cette stratégie, il s'agissait bien sûr de montrer à tout le peuple burkinabé la vague jaune. Cette vague jaune qui est en train de, je dirais progressivement, de prendre forme au sein des associations des jeunes, au sein des femmes, puisque nous les considérons suffisamment. Nous les intéressons avec de nouvelles stratégies qui vont leur permettre d'être des députés non pas pour siéger à l'Assemblée nationale, des députés parce qu'ils vont influencer par nous, c'est-à-dire par nos députés, ils vont influencer par nos députés les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale, puisqu'on ne votera pas de loi
si nous n'avons pas discuté au préalable avec nos militants. D'accord. Monsieur Abdourahmane Sawargo de la Novi, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour convaincre l'électorat à porter son choix sur vous? Ok, il faut savoir que sur le terrain, comme nous sommes un regroupement d'indépendants et qu'on n'a pas les gros moyens comme les autres partis politiques, les moyens, ce n'est pas forcément voilà, financier, donc on est sur le terrain, on marche à pied, on tape les portes, de porte à porte, on explique, on rentre dans les marchés, on explique, on a des flyers qu'on distribue avec nos programmes, nos objectifs, avec le bulletin de vote aussi, on se promène un peu, voilà, et on essaye d'expliquer. Est-ce que vous sentez que vous êtes écouté? Oui, très sincèrement, le message passe et on se rend compte à tel point, c'est-à-dire que les Burkinabés veulent vraiment un changement, c'est-à-dire qu'ils sont déçus, très sincèrement, ils sont déçus des hommes politiques aujourd'hui. Et quand vous échangez avec eux, c'est-à-dire vous sentez qu'ils veulent une lueur d'espoir, ils veulent quelqu'un ou des gens qui vont vraiment venir et mettre des mesures qui vont pouvoir profiter aux populations. Sinon, jusque-là, vraiment, les gens sont déçus. D'accord. Monsieur Yelkoumi, est-ce que c'est le cas également au niveau de l'APP Burkindi? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour convaincre les électeurs à vous choisir? Nous ne partons pas sur un terrain parce que ceux qui ont les moyens, ils ont leur façon de faire et nous savons qu'on ne peut jamais gagner avec cette méthode. Nous sommes en contact avec la population. Vous parlez de quels moyens précisément? Bon, vous voyez que la presse de Randak a dénoncé des gens qui donnent 2000, qui vraiment des gens allaient parquer dans un stade pour parler. Nous pensons que notre peuple doit travailler à restaurer sa dignité que les gens ont bafouée pendant près de 30 ans. Quand vous regardez la façon dont la politique se fait, il n'y a aucune vertu. Donc c'est une question de moyens, on popularise la population pour venir faire des achats de conscience après pour qu'on les vote. Mais au niveau de votre parti, qu'est-ce que vous faites concrètement pour convaincre les électeurs? Si vous dénoncez ce que les autres partis font à travers justement... Oui, nous semblons de dire de voter des gens qui sont dignes de les représenter et défendre leurs intérêts. Et parce que les promesses électorales qui leur ont été faites depuis des années, s'ils font le bilan, ils se rendent compte même qu'aucune promesse n'est tenue. Nous disons que c'est un réveil, un sursaut patriotique que nous appelons notre peuple par rapport à ces élections-là, que ce soit des gens dignes, des patriotes conscients des difficultés de ce pays-là et qui sont prêts à s'engager pour nous en sortir de là. Monsieur Jean-Hubert Bazé, qu'est-ce que la CFDC mène concrètement comme activité sur le terrain pour justement avoir la voix des électeurs le 22 novembre? Oui, bon, nous, comme je l'ai dit, nous sommes une coalition de 5 partis présents dans 11 provinces avec une liste nationale et je suis la tête de liste nationale. On dit que sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. La subvention de l'État, je peux vous dire que jusqu'à présent, je n'ai pas pu entrer en possession de cette subvention. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la banque, ça traîne, il y a des complications. Et vous savez, au niveau de la subvention de l'État, ce que ça représente, à peu près 91 000 par candidat député, 91 000. Et nous avons, par liste, déposé 50 000 francs par liste au Trésor. Et vous comprenez très bien que c'est ridicule. Et comme le disait le député Cabré, la politique, c'est un sacerdoce pour ceux qui veulent véritablement changer les choses. Mais comme il a dit, est-ce qu'on a forcément besoin de moyens financiers pour faire passer son message? Je vous ai dit que pour les débats politiques, s'il y a la possibilité d'accéder aux médias, vous êtes à féliciter justement parce que vous donnez l'occasion aux gens, à travers les médias d'État, d'intervenir et d'avoir le maximum d'auditeurs, de téléspectateurs et de lecteurs. Ça, c'est très important. Les moyens pour accéder à la population. Sinon, vous savez très bien que nos populations sont fragmentées et qu'un candidat député dans une zone donnée ne peut pas se déplacer facilement sur l'ensemble du territoire. Ce sont les grands partis qui ont les grands moyens, qui couvrent l'ensemble du territoire et qui ont la possibilité
de toucher les électeurs. Et concrètement, quand vous devez vous déplacer, il faut du carburant, il faut des frais de séjour, il faut désintéresser ceux quand même qui quittent les différents villages par leurs propres moyens pour venir et vous écouter. Il faut aussi des moyens pour parler en public. Ce n'est pas tout le monde qui peut crier. Il faut des haut-parleurs, il y a un minimum. Et c'est pourquoi ceux qui vont à l'Assemblée ne sont pas forcément ceux qui sont représentatifs de la misère du peuple et de l'orientation que le peuple souhaiterait que l'Assemblée ait. Donc c'est un grand débat. Nous nous battons avec nos moyens sur le terrain, avec le peu que l'on peut nous donner au niveau de l'État. Il ne faut pas que les gens pensent que l'État nous déverse des sommes énormes pour la question du genre. Jusqu'à présent, même pas un franc. Même pas un franc. Nous avons touché la direction générale des libertés. On a demandé quand est-ce qu'on disposera de cette somme. Il n'y a pas de date. D'accord. Il n'y a pas de date. Et les filles et les femmes que nous avons engagées dans cette nouvelle dynamique attendent. Il faut qu'on leur dise la vérité. Oui, monsieur, je pense que c'est des situations que vous aurez l'occasion certainement de dénoncer à d'autres occasions après ces élections. Et je passe la parole à monsieur Oumarou Tsenderbego pour nous dire la stratégie que le MJPP met en place pour convaincre l'électorat. Comment ça se passe? Ok. Sur le terrain, nous passons de porte en porte. Nous faisons les rencontres, les meetings. On a aussi une caravane constituée de 2 camions remorques avec une vingtaine de véhicules qui fait des moyens, voilà. Moyens financiers. Qui fait le tour de la ville de Ouagadougou presque tous les jours. J'ai l'impression que tout se fait au niveau de Ouagadougou. Non, c'est déconcentré aussi. Dans les autres provinces, on tient les formations aussi là-bas. De temps en temps, la caravane aussi passe dans les autres provinces pour faire le tour et puis revenir à Ouagadougou. Mais la caravane reste toujours à Ouagadougou. S'il y a des meetings ou des rencontres dans les provinces, la caravane passe là-bas pour tenir ça. Et vous avez l'impression que votre message est passé? Oui, notre message est passé parce qu'à chaque fois quand on passe, les gens sont convaincus, les gens apprécient beaucoup nos initiatives, nos idées, et puis on tient beaucoup sur les formations qui est beaucoup nécessaire pour le Burkina Faso, surtout pour les femmes. Monsieur Mamadou Kabré, pour terminer, puisqu'on nous signale que le temps de l'émission... Non, j'irai rapidement pour dire que M. Bazier, lui, il a encore la chance qu'il a reçu son chèque, mais c'est les procédures bancaires. Moi, j'ai été obligé d'aller à la source et 10 jours après, j'ai appris que je n'ai pas droit. J'ai été notifié nulle part. Je savais qu'on cherchait le prix de l'année pour abattre, mais ça ne nous a pas empêché, moi, de faire ma caravane. Je suis parti jusqu'à Banfora lancer la campagne et j'ai fait Bobo, Boromo, Koudougou, Ouagadougou. Et le week-end passé, j'étais à Léo, puis Sapui, puis Koudougou, Yako, Ouayouya et je suis revenu. Et cette semaine-là, on met l'accent sur Ouagadougou et on dit, comme l'a dit Thomas Sankara, l'abondance des moyens traduit souvent l'incapacité des hommes à résoudre les problèmes auxquels ils sont posés. Nous avons l'abondance de nos idées. L'abondance des moyens, nous ne les avons pas et nous allons utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour aller en campagne. Si les gens veulent, ils n'ont même qu'à nous suspendre encore 20 ans. Nous allons trouver les moyens de faire notre politique. Bon, nous ne savons pas de qui vous parlez ici. Oui, c'est par rapport, quand on prend une décision contre un parti politique et sans qu'il soit notifié dans un état de droit, et c'est pendant la campagne que le parti lui-même fait ses investigations et découvre qu'il a été dans cette situation. Comme je l'ai dit à M. Jean-Hubert Bazzi, vous avez certainement l'occasion de dénoncer le ce genre fait de pouvoir donner ses idées, même si on l'a fait avec une certaine rudesse, on a toujours une satisfaction parce qu'on est arrivé au bout de ses intentions. Merci à tous d'être passés pour ces échanges au cœur des législatives à recevoir ce soir donc 6 invités. Très rapidement, je rappelle qu'il s'agissait de l'UNIR PSA, Union pour la Renaissance, parti sankariste représenté par M. Thomas Daké Bazier. Le deuxième parti qui était invité à cette émission, c'est la Nouvelle Vision en abrégé Novi, dont le porte-parole à cette émission, M. Abdourahmane Sawadougou, était également présent à ces échanges. Le parti
parti Alternative Patriotique Panafricaine APP Burkindi, représenté par M. Herman Yelkouni. Nous avons également reçu la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement CFRDC, représenté par M. Jean-Hubert Bazier. Il y avait aussi le mouvement des jeunes patriotes pour le progrès MJPP Saya, qui était représenté sur ce plateau par M. Oumarou Senderbego. Enfin, nous avons reçu le Parti républicain pour l'indépendance totale, Prita Lanaya, représenté par M. Mamadou Kabré. Merci à tous d'avoir suivi ce débat et à très bientôt sur la RTV.